Mon nom est Gérard Deltel, je suis candidat pour la circonscription de Chauveau représentant la coalition Avenir Québec. Alors moi je suis né à Québec il y a 48 ans, je suis chanceux. Moi j'ai deux beaux grands-enfants qui réussissent dans la vie, qui réussissent dans leurs études puis qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Ça me permet moi de mon côté de faire ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire mon métier de député. Pour être bien honnête avec vous, moi j'ai toujours aimé la politique. Depuis que je suis haut comme ça, quand j'avais 7-8 ans, je suivais le Watergate dans les années 70. Fait que je dis tout le temps, j'ai pas de mérite, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. J'étais évidemment impliqué dans les mouvements étudiants, et ce que je trouve d'ailleurs très bien quand des jeunes s'impliquent dans les mouvements étudiants, parce que ça permet justement de débusquer en soi les qualités qu'on peut avoir pour faire le débat public, et c'est important de s'engager en politique. Au plan professionnel, moi j'ai travaillé comme journaliste pendant 20 ans à la télé, à TQS, à Radio-Canada, à TVA. Et les 6 dernières années comme journaliste, j'ai été attaché à la colline parlementaire. Donc pour moi c'était le bonheur total parce que je couvrais à la fois, je faisais le métier que j'adorais, c'est-à-dire journaliste, et je couvrais ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la politique provinciale. Et je me suis toujours dit depuis que je suis haut comme ça qu'un jour j'allais faire de la politique. En 2003, 2004, 2007, les 3 partis avaient frappé à ma porte. Puis finalement, c'est en 2008 que j'ai décidé de plonger. J'ai été candidat ici dans la circonscription de Chauveau en 2008, puis les citoyens m'ont honoré de leur confiance, ce qui fait donc que je suis député depuis 4 ans. J'ai été élu sous la bannière de l'Action démocratique du Québec. Après les tumultes que l'on connaît, j'ai été catapulté chef de ce parti-là 1 an à peine après mon élection. Et puis, après avoir consulté tous les membres de l'ADQ, on a décidé de fusionner avec la coalition Avenir Québec, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis candidat de la coalition Avenir Québec. Quand j'étais au niveau primaire et secondaire, je m'engageais beaucoup dans les conseils étudiants, tout ça, c'est excellent. Je n'ai pas inventé le bouton à 4 roues en faisant ça, c'est juste que j'avais déjà le désir de servir, mais non pas de me servir du monde, parce que ça, c'est une grande chose en politique qu'on apprend vite. On est là pour servir les gens et non pas se servir des gens pour des fins personnelles. Et moi, j'encourage tout le monde qui le souhaite à s'engager en politique étudiante. C'est une excellente façon d'apprendre à débattre, une excellente façon d'apprendre la vie démocratique, de convaincre les gens, de savoir qu'il faut faire des compromis et de trouver justement cet équilibre-là. Je vais être très honnête avec vous, j'ai beaucoup de difficultés, moi, personnellement, à identifier quelles sont les valeurs québécoises et je m'explique. C'est vraiment un point de vue très personnel. Qui suis-je, moi, pour dire « voici les valeurs québécoises ». Parce que si moi j'exprime une valeur, puis quelqu'un ne se sent pas à l'aise dans cette valeur-là, ça fait-tu de lui quelqu'un qui n'est pas québécois, qui est moins québécois, qui est demi-québécois? Je suis qui, moi, là, pour dire c'est qui les valeurs québécoises? C'est quoi les valeurs québécoises? Moi, je préfère les gens définir eux-mêmes les valeurs. Et j'ai d'ailleurs dit en chambre lors d'un débat, les valeurs québécoises s'expriment dans toute leur texture et leur différence dans justement chacun des 8 millions de Québécois. Alors, tout le monde croit à l'équité puis aux chances qu'on doit avoir comme société, mais chacun le voit à sa façon. Est-ce que ça peut être par la valorisation du travail, puis le niveau d'excellence, puis le nivellement par le haut, ou au contraire, le nivellement par le bas, puis tout le monde est égal, puis il faut surtout pas qu'il y en ait un que la tête sorte. Mais c'est ça aussi l'équilibre. Alors, moi là-dessus, je vais peut-être vous décevoir, mais je préfère vous répondre comme ça. Je suis le dernier venu pour définir quelles sont les valeurs québécoises. Moi, je pense plutôt que chacun les vit à sa façon, avec le degré qui l'intéresse, puis avec le degré d'engagement, et je respecte énormément. Il y a quand même des traits majeurs qui nous rassemblent tous. On croit justement à l'égalité homme-femme, on croit justement à la pratique religieuse que l'on doit respecter, mais qui ne doit pas être la loi de tous, mais le choix individuel de chacun. Ce sont des éléments fondamentaux. Nous, oui, on croit que ça prendrait une constitution québécoise, mais qui peut définir un cadre législatif et un cadre constitutionnel, mais surtout pas un cadre de valeurs. Je vous le répète encore, pour moi, je me sens mal à l'aise de définir quelles sont les valeurs québécoises, mais il y a des grands traits qui nous rassemblent et qui nous unissent. L'égalité homme-femme, la séparation entre la foi personnelle de quelqu'un qui croit en Dieu, à Mahomet ou à qui que ce soit, mais qui le croit, c'est son choix personnel et individuel, mais c'est pas à l'État à définir qu'est-ce que ça doit être. Et aussi au fait qu'au Québec, ça se passe en français. On est tous d'accord là-dessus. Mais de dire qu'au Québec, ça se passe en français, ça ne veut surtout pas dire qu'il faut empêcher l'anglais d'exister et l'anglais de s'affirmer. Nous, on sait qu'on est un parti d'opposition, mais un parti d'opposition, il ne faut pas faire de l'opposition pour de l'opposition. Quand on est d'accord avec quelque chose, on le dit et on l'affirme, et ça permet un débat beaucoup plus constructif et intelligent. Nous avons soutenu le gouvernement dans la hausse des frais de scolarité. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans,
tous les partis politiques confondus, peu importe le gouvernement, on a fait preuve d'hypocrisie, de lâcheté. On n'a pas été capable de confronter le débat sur la hausse des frais de scolarité. Ce qui faisait en sorte qu'au printemps dernier, il y a des gens qui payaient le même montant en termes d'argent réel que les gens qui payaient il y a 40 ans, alors qu'on sait très bien qu'il y a une augmentation qui était majeure. Donc, on a fait preuve d'hypocrisie. Enfin, on a décidé d'augmenter les frais de scolarité et nous, on soutient la hausse des frais de scolarité. À la différence que nous, on veut moduler ça pour la rendre plus acceptable pour les familles et la classe moyenne. Et donc, on estime qu'une augmentation de 200 $ par année est tout à fait juste et équilibrée là-dessus. Donc, c'est là que nous nous situons. Oui, pour une augmentation et assez le gel, parce que le gel, c'est de l'hypocrisie politique. De façon politique, et oui, en effet, je fais de la partisanerie, mais regardez, c'est bien que la job, là, quand on est en campagne électorale. Là. Moi, je pense que malheureusement, le premier ministre aurait dû s'investir personnellement pour régler ce cas-là. Peut-être vous surprendre, mais j'aime bien M. Charest, je le respecte beaucoup. Ça ne paraît pas tous les jours, là, mais je l'aime bien. Et parmi ses qualités personnelles, cet homme-là est très attachant et a une force de conviction personnelle quand vous le rencontrez qui est beaucoup plus forte. Et je trouve ça dommage qu'il ne soit pas servi de son talent pour régler la crise étudiante. Souvenez-vous en chambre, alors qu'on s'apprêtait à débattre d'une loi spéciale forçant le retour en classe et tout, j'ai dit en chambre, je suis prêt à suspendre les travaux de la chambre pour que le premier ministre puisse aller rencontrer les gens qui étaient à 20 pieds. Là. Écoute, c'était spécial. Là. Ils étaient dans la même pièce. Là. Tu avais les deux leaders étudiants. Je ne parle pas de Gabriel Nadeau-Dubois parce que lui, malheureusement, il s'est déshonoré alors qu'il est allé rentrer dans un bureau de député, puis qu'il est allé saccager le bureau, et qu'il a agressé physiquement une employée. Ça, c'est inacceptable et ça mérite d'être condamné sévèrement. Mais les deux autres, par exemple, Léo et compagnie, mais Mélanie, c'est des gens qui étaient parlables. Et moi, je pense qu'il était du devoir du chef de notre État national de prendre la peine d'aller leur jaser, et il n'a pas saisi cette occasion-là. Puis quand on le connaît personnellement, on sait qu'il est bon là-dedans. Puis Maud t'a dit, il n'a pas mis son talent au service de l'État, il a mis son talent au service de la partisanerie, et c'est dommage. Quant à la question de l'éducation, nous l'avons toujours dit que la coalition, la priorité absolue, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est par l'éducation qu'on peut permettre à chacun de débusquer son talent et son plein potentiel puis de s'affirmer pleinement. Et c'est pour ça que nous, on veut investir beaucoup en éducation, mais là où les besoins sont. Pas dans les structures des commissions scolaires, mais bien plutôt prendre toutes ces ressources-là qui sont pertinentes dans le monde de l'éducation et les mettre là où les besoins sont, c'est-à-dire dans les classes, dans les écoles, pour le besoin de l'élève. Nous, on croit, d'abord, le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, outre l'éducation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de mettre une maison en ordre, leur laisser une maison en ordre. Il y avait pas un slogan, mais une belle pensée amérindienne qui dit « La terre ne nous appartient pas, elle nous est prêtée par nos enfants ». Donc, c'est à nous de rendre la maison aussi propre qu'on l'a eu avant. Puis malheureusement, au cours des dernières années, on a eu des dérives où on s'est empiffré de privilèges et de programmes sociaux dont on n'avait pas les moyens de payer, mais qu'on l'a fait pareil. Puis résultat, on est surendetté. Mais ça, c'est pas un beau cadeau qu'on laisse à nos enfants. C'est pour ça que nous, par respect pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui ne sont pas ici, mais qui vont payer nos dettes, nous, on veut que toutes les redevances de nos ressources naturelles soient mises à 100% pour payer la dette. Ça, c'est un cadeau qu'on fait à nos enfants pour être sûr et certain qu'on leur laisse une maison propre. Quant au projet intergénérationnel, je pense que tout le monde gagne là-dedans. Il y a de belles initiatives qui ont été faites pour justement permettre entre les jeunes et les aînés de pouvoir mieux travailler ensemble et de faire du mentorat. Que les gens qui ont les tempes grises, ça en vient bien dans mon cas, que les gens qui ont les tempes grises puissent aider celles et ceux qui naissent dans le monde professionnel et qui puissent les aider. Moi, je sollicite beaucoup les cercles des fermières d'aller voir dans les écoles primaires nos enfants pour que ça puisse se transmettre de génération en génération. Et c'est très respectueux comment ça se fait parce que les personnes âgées ont le goût d'enseigner aux jeunes ce qu'ils savent. Et ça, c'est le transfert de génération en génération qu'on doit privilégier. C'est vrai pour le cercle des fermières, c'est vrai aussi pour les gens d'affaires, c'est vrai aussi pour la vie personnelle des gens. On gagne tous à faire de l'intergénération. On souligne que oui, c'est vrai qu'il y a eu des belles démarches qui ont été faites, entre autres avec le ministère des Aînés, mais on doit l'accentuer, on doit aller plus loin encore. Alors oui, on est d'accord avec ça, mais le plus beau cadeau que notre génération doit faire aux générations à venir, c'est de laisser une maison propre. On aura fait le ménage dans notre gestion de l'administration publique et aussi on aura finalement arrêté de s'endetter.
Quelques points. Nous, concernant la démocratie, l'acte démocratique, nous d'abord, on veut réduire de moitié les dépenses électorales. On trouve que c'est une orgie de dépenses qui n'a pas de bon sens, puis les Québécois en auront le pompon de ça. Deuxièmement, on veut réduire également les contributions de citoyens à 100 $. Vous savez, on a déployé un programme qui est en 94 engagements. Donc, on a un plan de match précis. Les gens savent où on s'en va et c'est à nous de l'assumer pleinement. Et les gens savent pourquoi on vote. Alors oui, c'est vrai, il y avoir des coupures de 7000 emplois et tout ça, mais on s'engage à le faire. Donc, je souhaite que les gens aussi respectent le mandat que nous allons solliciter. Et si nous avons un mandat fort, on va être encore plus légitimés pour agir. Maintenant, quant aux grands bouleversements, par exemple, vote proportionnel, comme par exemple référendum d'initiative populaire et tout ça, nous ne sommes pas là. Nous estimons qu'il y a beaucoup d'autres priorités à assumer actuellement, concernant entre autres la corruption, concernant les services aux élèves en classe, concernant les services aux malades à la maison, concernant avoir un médecin de famille, concernant le nettoyage, le ménage qui doit être fait dans l'administration publique. Ça, pour nous, c'est prioritaire, mais ça n'empêche strictement pas les citoyens de s'engager dans le débat public et de faire un débat démocratique, pertinent et intelligent. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Puis allez voter, c'est important.